Parler de Yamaha, c'est évoquer l'une des entreprises les plus grandes, diverses et fascinantes du Japon, une marque devenue synonyme de qualité qui depuis plus d'un siècle a su être présente dans des moments clés de l'histoire de la musique, du son, de la technologie et même du sport mécanique et de la mobilité. Yamaha Corporation est aujourd'hui un géant mondial, capable de produire aussi bien des pianos à queue, présents sur les scènes les plus prestigieuses de la planète, que des motos qui courent sur les circuits de MotoGP. Elle fabrique aussi des guitares utilisées par des légendes comme Paul McCartney, Bob Marley ou Carlos Santana, des systèmes audio qui ont marqué des générations d'audiophiles, des moteurs marins qui ont conquis les océans et même des équipements industriels. Un catalogue si vaste qu'il peut sembler incroyable que tout soit né d'un atelier improvisé dans un petit village japonais du 19e siècle. Car Yamaha n'est pas seulement une entreprise, c'est la preuve vivante de la manière dont la passion, la créativité et l'effort individuel peuvent d'un va donner naissance à un empire qui continue aujourd'hui de dicter les tendances dans de multiples industries. L'homme derrière cette histoire est Torakusu Yamaha, né en 1851 à Wakayama, dans une famille modeste d'origine paysanne. Il était le benjamin d'un astronome amateur, ce qui a peut-être éveillé très tôt chez lui une curiosité innée pour le fonctionnement du monde. Mais il faut se replacer dans le contexte. Le Japon à cette époque était loin d'être la puissance technologique que l'on connaît aujourd'hui. Pendant des siècles, le pays était resté pratiquement isolé du reste du monde, sous un système féodal qui avait peu évolué. La science et la technique progressaient à grands pas en Occident, mais au Japon, tout demeurait agricole, artisanal, avec un accès très limité aux avancées étrangères. Quand Torakusu n'était encore qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, le pays entamait la restauration Meiji, une transformation historique au cours de laquelle le Japon s'ouvrit au commerce, à l'industrie et à la modernisation. Cette conjoncture fut décisive. Torakusu se retrouva au cœur d'un moment où la tradition cohabitait avec les premières touches de modernité et il sut en tirer parti comme peu d'autres. Très jeune, il démontra une habileté particulière pour les travaux mécaniques. Il se forma d'abord comme horloger à Nagasaki, où il eut l'occasion d'apprendre auprès d'un ingénieur britannique, ce qui lui permit de connaître directement des techniques et des outils européens. Plus tard, à Osaka, il s'intéressa à la technologie médicale naissante et apprit à réparer des appareils venus de l'étranger. Ce parcours, qui a priori n'avait rien à voir avec la musique, fut en réalité sa meilleure école. Il développa une vision pratique, une patience chirurgicale et un talent pour résoudre des problèmes qui l'accompagneraient toute sa vie. Ce n'était pas un musicien ni un ingénieur universitaire, mais quelqu'un qui savait affronter n'importe quel défi technique avec ingéniosité et détermination. Et ce défi arriva un jour à Hamamatsu, la ville où il travaillait comme technicien dans un petit hôpital. L'école locale lui demanda quelque chose d'insolite, réparer un orgue à hanches américain de la marque Mason & Hamlin. Pour n'importe qui, la mission aurait été impossible. Un instrument complexe, rempli de pièces délicates et dont le fonctionnement n'avait rien à voir avec les équipements médicaux ou les montres auxquelles Torakusu était habitué. Mais il accepta. Et après des jours de travail, de patience et d'expérimentation, il parvint à lui redonner vie. Ce moment, qui aurait pu passer pour une simple commande, fut en réalité la naissance de Yamaha, car au-delà de réparer l'orgue, ce que fit Torakusu, ce fut démontrer que le Japon pouvait créer, entretenir et maîtriser la technologie musicale moderne. En fait, le simple fait d'oser ouvrir et comprendre cet instrument étranger fut un acte visionnaire. Des années plus tard, il reconnaîtrait lui-même qu'il ne savait pas lire la musique ni ne comprenait la théorie musicale à l'époque, mais cela ne l'empêcha pas de désassembler l'appareil, d'étudier son mécanisme et de le réparer avec succès. Après cette première réparation, Torakusu Yamaha comprit qu'il ne voulait pas se limiter à remettre des instruments en état. Il voulait les construire. Pour y parvenir, il s'allia avec deux personnes clés. L'une fut le directeur de l'école qui lui avait confié l'orgue et qui décida de le soutenir financièrement. L'autre fut un collègue de l'hôpital de Hamamatsu, lui aussi animé par des curiosités techniques. Ensemble, ils décidèrent de se lancer dans ce qui semblait une folie pour une petite équipe sans expérience formelle en musique, fabriquer de zéro leur propre orgue à hanches japonais.
La tâche fut titanesque. Le Japon n'avait pas encore de tradition de fabrication d'instruments occidentaux à clavier et il était difficile d'obtenir des pièces ou des matériaux de qualité. Malgré tout, à force de persévérance, ils parvinrent à construire un prototype. Et voici l'une des anecdotes les plus incroyables de cette histoire. Une fois le premier orgue achevé, ils décidèrent de le présenter à l'Institut de musique de Tokyo, que l'on connaît aujourd'hui, sous le nom d'Université des Arts de Tokyo. Mais il n'existait pas de moyen de transport simple pour déplacer un appareil aussi volumineux. Torakusu et son associé chargèrent donc l'orgue sur leurs épaules et parcoururent à pied 250 km, traversant montagnes, chemins de terre et longues journées d'efforts physiques pour atteindre la capitale. Cette image presque épique résume parfaitement l'esprit Yamaha. Effort, sacrifice et foi absolue en sa propre vision. L'effort cependant ne fut pas immédiatement récompensé. Lorsque les professeurs de l'Institut essayèrent l'orgue, ils le rejetèrent. Il était mal accordé et sa construction restait très rudimentaire. Le coup fut dur. Mais au lieu d'abandonner, Torakusu fit ce que peu auraient fait. Il resta à Tokyo, assista à des cours de musique, apprit la théorie musicale et se promit de perfectionner son design. Ce refus, qui aurait pu signer la fin du rêve, fut en réalité la graine qui le poussa à s'améliorer. Et à peine quelques mois plus tard, il avait déjà fabriqué une version corrigée qui, elle, reçut l'approbation des experts. En 1888, il établit son premier atelier officiel dans un ancien temple bouddhiste abandonné à Hamamatsu. Là, entre colonnes et poutres de bois, commencèrent à être produits de manière plus organisée les premiers orgues Yamaha. Un an auparavant, Torakusu avait enregistré officiellement son entreprise sous le nom de Nippon Gaki, qui signifie en japonais « instrument de musique du Japon ». Ce fut le véritable point de départ de ce que nous connaissons aujourd'hui comme Yamaha Corporation. En très peu de temps, ce petit atelier artisanal se transforma en une usine en pleine croissance et les orgues fabriqués par Yamaha commencèrent à arriver, non seulement dans les écoles japonaises, mais aussi dans les pays voisins d'Asie du Sud-Est, où ils gagnèrent rapidement en reconnaissance. Dès le début, Torakusu comprit l'importance de l'identité de marque, chose que beaucoup d'entreprises de l'époque négligeaient. Son premier logo fut un oiseau mythologique, souvent décrit comme un phénix tenant dans son bec un diapason, le symbole universel de l'accordage. Des années plus tard, cet emblème évoluerait vers celui que nous reconnaissons tous aujourd'hui, les trois diapasons croisés, qui symbolisent non seulement la musique, mais aussi l'union entre la technologie, la production et l'art. Cette image perdure aujourd'hui comme l'un des logos les plus emblématiques au monde. La croissance fut rapide et constante. En 1900, à peine une décennie après ce premier atelier improvisé, Nippon Gaki fabriqua son premier piano droit et seulement 2 ans plus tard, en 1900-2902, présenta son premier piano à queue, un instrument qui marqua un avant et un après pour l'entreprise. Ces instruments démontrèrent que Yamaha pouvait non seulement reproduire ce que faisaient les fabricants européens, mais aussi rivaliser d'égal à égal en qualité et en sonorité. La preuve définitive arriva en 1904 lorsque Yamaha présenta ses pianos à l'Exposition universelle de Saint-Louis, États-Unis, l'un des événements les plus prestigieux de l'époque. Là, ces instruments furent récompensés par des distinctions internationales, plaçant l'entreprise sur la carte mondiale. La même année, Torakusu Yamaha reçut la médaille d'honneur à ruban vert du gouvernement japonais, une distinction réservée à ceux qui apportent des contributions significatives à l'industrie et à la culture du pays. En quelques années d'existence seulement, Yamaha était déjà un symbole national d'innovation et de fierté. En 1916, Torakusu Yamaha mourut à 65 ans, laissant derrière lui une entreprise qui commençait à peine à déployer tout son potentiel. Son absence aurait pu être un coup fatal pour la jeune compagnie, mais Nippon Gaki était déjà suffisamment consolidé pour poursuivre son chemin. Sous la direction de ses successeurs, l'entreprise diversifia son catalogue et se mit à produire des instruments accessibles et très populaires, comme les harmonicas, en 1914, qui devinrent un véritable phénomène au Japon pendant la Première Guerre mondiale, à une époque où les importations étaient limitées.
s'y ajoutèrent les gramophones en 1922 qui apportèrent la musique enregistrée à des milliers de foyers japonais pour la première fois. Toutefois, l'histoire de Yamaha durant ces années ne fut pas exempte de tragédie. Un incendie dévastateur dans son usine, suivi des effets d'un grand tremblement de terre et d'une conjoncture économique difficile dans l'après-guerre, mirent l'entreprise à rude épreuve. Malgré tout, elle survécut, se réinventant et s'adaptant aux nouvelles circonstances. Cette résilience devint une caractéristique essentielle de Yamaha qui, à maintes reprises, démontrerait sa capacité à se relever face à l'adversité. La Seconde Guerre mondiale marqua un nouveau chapitre de cette transformation. Comme beaucoup d'entreprises japonaises, Nippon Gaki fut contrainte de collaborer à l'effort de guerre. Ces ateliers cessèrent temporairement de produire pianos et orgues pour fabriquer des hélices et des pièces d'avions de combat. Même si ce virage industriel pouvait sembler une déviation du chemin musical, il se révéla décisif pour l'avenir de l'entreprise. Cette expérience dans la fabrication de pièces de précision avec des standards de qualité et de sécurité extrêmement élevés constitua le point de départ qui, des années plus tard, donnerait à Yamaha l'audace d'entrer dans des domaines aussi différents que l'ingénierie mécanique et l'automobile. Ce pas fut franchi dans les années 1950, lorsqu'un jeune dirigeant, Genichi Kawakami, prit la présidence de l'entreprise. Kawakami hérita non seulement de la société mais aussi de la vision de Torakusu, ne jamais se contenter et toujours aller un pas plus loin. Après la guerre, il comprit que le marché n'avait plus besoin d'hélices ni de pièces militaires, mais que l'expérience industrielle de Yamaha pouvait être exploitée dans de nouvelles directions. Il prit alors une décision qui allait changer à jamais l'histoire de la marque, diversifier en suivant deux voies paraishojime parallèles. D'un côté, continuer à renforcer la tradition musicale avec des instruments et des équipements audio toujours plus innovants. De l'autre, appliquer le savoir-faire acquis en métallurgie et en précision mécanique pour fabriquer des véhicules à moteur. Ainsi, en 1955, naquit officiellement Yamaha Motor Company, une division indépendante mais intimement liée à l'esprit d'innovation de la maison mère. Son premier modèle fut la Yui A1, une moto légère de 125 cm3 inspirée d'un design allemand, peinte d'un bordeaux éclatant. Aussi élégante qu'agile, elle fut affectueusement surnommée la libellule rouge. Et le plus surprenant, c'est qu'elle ne fut pas seulement un succès commercial, elle débuta par une victoire dans des courses motocyclistes au Japon. Revenant à la division musicale, l'entreprise comprit très tôt quelque chose d'essentiel. Il ne suffisait pas de fabriquer des instruments, il fallait former des musiciens qui voudraient les utiliser. Ainsi naquirent les écoles de musique Yamaha, qui non seulement enseignaient aux enfants et aux adultes à jouer du piano, de l'orgue ou de la guitare, mais diffusaient aussi une manière particulière d'appréhender la musique, accessible, moderne et adaptée à chaque niveau. Cette stratégie fut brillante, car chaque élève devenait un client potentiel et en même temps un ambassadeur de la marque. Aujourd'hui, ces écoles se sont étendues à des dizaines de pays, mais à l'époque, elles représentaient déjà une véritable révolution éducative au Japon. Parallèlement, Yamaha commença à explorer un domaine qui, en quelques années, allait changer la façon dont les familles profitaient de la musique à la maison, l'hi-fi. À la fin des années 50, la marque présenta sa première platine vinyle avec amplificateur intégré. Un produit simple mais symbolique car il représentait le début d'une nouvelle ligne d'activité. C'était le moment où la musique passait du live ou de la radio au vinyle et Yamaha sut surfer sur cette vague. En 1958, elle fit un pas encore plus ambitieux avec la création du haut-parleur JA5002, un énorme woofer qui marqua le point de départ de ce qui allait devenir la légendaire série NS, Natural Sound, appelée à faire époque. En 1959, Yamaha créa son propre laboratoire technique, un espace destiné à la recherche de nouvelles technologies acoustiques. Et de là sortit une innovation décisive, l'Electone D1, son premier orgue électronique qui ouvrit un nouveau marché et devint la graine de toute la famille des orgues Electone, très populaires au Japon et qui, pendant des décennies, seraient un pilier de la marque. Les années 60 et 70 furent une période d'explosion pour Yamaha.
L'entreprise comprit que si elle voulait jouer dans la même ligue que les grands fabricants occidentaux, elle devait s'étendre au-delà du Japon. Elle ouvrit des filiales aux États-Unis et en Europe et, dans le même temps, consolida son leadership dans la fabrication de pianos, atteignant une production de plus de 100 000 unités par an en 1966, un record absolu qui la positionna comme référence mondiale. Mais Yamaha ne se limita pas à la musique. Elle se mit aussi à fabriquer des bateaux, des skis et des yachts, et créa même des racers de vacances où les visiteurs pouvaient utiliser et acheter ses produits, une stratégie ingénieuse pour stimuler ses ventes dans le secteur sportif. Pendant ce temps, son catalogue musical s'enrichissait de guitares, batteries et instruments à vent, adoptés bientôt par des figures comme John Lennon, Paul McCartney, Jimmy Page, Brian May, Carlos Santana, Bob Marley ou Bruce Springsteen, plaçant Yamaha au cœur de la musique populaire du XXe siècle. En parallèle, Yamaha commença à briller de plus en plus dans le domaine de l'hi-fi. Durant les années 60 et 70, elle démontra qu'elle pouvait aussi compter parmi les grandes marques d'équipements audio pour la maison. Ces années furent une véritable effervescence créative. En 1967, par exemple, apparurent les enceintes NS20 et NS30. Au design curieux et audacieux pour l'époque, elles plaçaient les radiateurs sur des côtés opposés, de sorte que le son ne sortait pas seulement vers l'avant, mais se diffusait mieux dans toute la pièce. C'était une approche différente, pour que la musique remplisse l'espace et enveloppe l'auditeur. Quelques années plus tard, en 1972, arriva la NS600, qui évolua rapidement en version améliorée comme la NS670 et la NS690. Ces modèles atteignirent un équilibre très particulier entre détail et puissance, suffisamment précis pour faire ressortir les subtilités d'un enregistrement, mais aussi assez robuste pour remplir un salon d'énergie. Ils ne tardèrent-ils pas à se faire un nom parmi les amateurs les plus exigeants. La même année, Yamaha dévoila au monde l'ambitieuse série 700, véritable démonstration technologique. Elle comprenait les amplificateurs CA700 et CA750, capables de gérer sans effort tout type de musique, le tuner FM CT700 qui offrait une réception claire et stable, la platine vinyle Birmi P7500, solide comme un rock et pensée pour lire les vinyles avec la plus grande fidélité, et la platine cassette TB700 qui permettait aux utilisateurs d'enregistrer et de collectionner leur propre musique à la maison. Au-delà du son, ces appareils se distinguaient aussi par leur esthétique. Ils combinaient aluminium brossé et panneaux de bois qui les faisaient ressembler à des meubles de luxe. En 1973, Yamaha présenta le CA1000, un amplificateur qui permettait de choisir entre deux manières d'écouter la musique, l'une plus chaleureuse, détaillée et naturelle, l'autre plus puissante et énergique, simplement en actionnant un interrupteur. C'était comme avoir deux amplificateurs en un, chose jamais vue à l'époque. Ce modèle, aux côtés de compagnons tels que le préamplificateur C2, l'amplificateur de puissance P 2200, le casque HP1 ou la platine TC 860GL, au design futuriste tout droit sorti d'un film de science-fiction, consolida l'image de Yamaha comme une marque en avance sur son temps. Un an plus tard, en 1974, naquit un véritable mythe, l'enceinte NS1000M. Ce fut la première à utiliser des dômes en beryllium, un matériau extrêmement coûteux et difficile à travailler, mais doté d'une qualité magique. Il transmettait le son avec une transparence saisissante, révélant chaque détail de la musique comme si l'on levait un voile invisible. Son niveau était tel que des stations de radio et de télévision de pays comme la Suède ou la Finlande l'adoptèrent comme moniteur professionnel, lui faisant confiance pour des travaux de la plus haute précision. La série ne s'arrêta pas là. En 1975, Yamaha lança le CT7000, un tuner FM encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs jamais construits, et la platine vinyle YP1000, offrant une précision si millimétrée que beaucoup la comparaient à l'horlogerie suisse. En 1977, un autre jalon arriva, le synthétiseur CS80. Ce monstre musical énorme et très coûteux était capable d'exprimer des nuances comme peu de claviers dans l'histoire.
Vangelis le choisit pour composer l'iconique bande originale de Blade Runner, tout comme de nombreux artistes en quête de son unique. La même année virent aussi le jour des bijoux techniques, comme l'amplificateur Yamaha B1 qui employait des transistors très peu courants, la platine tangentielle PX1, l'amplificateur A1 à couplage direct et le puissant C à 2000. Durant ces années, Yamaha continua également de lancer des enceintes. Apparurent des modèles comme les NS451 et, bien sûr, les désormais légendaires NS10M qui, avec leur cône blanc inconfondable, devinrent les enceintes de studio les plus utilisées de la planète et établirent la référence mondiale. Et pour clore la décennie en beauté, en 1979, Yamaha présenta le A9, un amplificateur intégré qui réunissait toute l'expérience de la marque en hi-fi et représentait l'apogée technologique de l'époque. Les années 80 furent un véritable séisme dans le monde de la musique et Yamaha se plaça à l'épicentre avec un instrument qui changea l'histoire, le synthétiseur DX7. Présenté en 1983, ce clavier ne fut pas simplement un succès commercial, mais un véritable phénomène culturel. Jusqu'alors, la plupart des synthétiseurs étaient analogiques, au son chaleureux mais limités dans leur capacité à générer des timbres complexes. Yamaha, au contraire, paria sur la synthèse FM, modulation de fréquences, une technologie développée par l'ingénieur John Chowning à l'université de Stanford, que l'entreprise sut perfectionner et mettre à la portée des musiciens. Il en résulta un son unique, brillant et polyvalent qui devint la bande-son des années 80, des basses métalliques de a-ha au piano électrique de Whitney Houston, en passant par les paysages sonores de Brian Eno ou les lignes de synthé sur les disques de Phil Collins, Tina Turner, Queen, Toto et pratiquement tous les tubes de l'époque. Le DX7 ne se contenta pas de vendre plus de 200 000 unités, du jamais vu pour un synthétiseur. Il démocratisa la musique électronique et l'emmena sur les scènes et dans les studios du monde entier. Mais le DX7 ne fut que la pointe de l'iceberg. Ces mêmes années, Yamaha lança la Clavinova, le premier piano numérique pensé pour la maison, qui permettait à n'importe quelle famille de disposer d'un instrument au toucher de piano acoustique avec toute la polyvalence de l'électronique. Avec ces produits, Yamaha marqua une révolution qui définit encore aujourd'hui l'industrie. Mais Yamaha ne se contenta pas de dominer le terrain des claviers. En 1981, elle avait présenté son premier lecteur de CD, le Yamaha CD1, devançant nombre de concurrents et se positionnant comme pionnière du format destiné à remplacer le vinyle et la cassette. Parallèlement, sa division hi-fi continuait de surprendre avec des designs comme l'amplificateur B6 en forme de pyramide, qui brisait tous les codes esthétiques de l'époque, ou les enceintes NS690-3, remarquables par l'utilisation de matériaux dérivés du bois de piano pour améliorer la résonance. En 1983 arriva l'un de ses paris technologiques les plus ambitieux, le système ZDR, Zero Distortion Rule, appliqué à des amplificateurs comme l'A2000 qui combinait la pureté du son en classe A avec la puissance du mode AB, éliminant pratiquement toute trace de distorsion. À la fin de la décennie, Yamaha lança le CDX 2020, un lecteur de CD de référence avec multiples convertisseurs numériques, accompagné de nouvelles platines cassettes qui rencontrèrent également un grand succès auprès des audiophiles exigeants. L'ambition de l'entreprise allait au-delà des produits. Elle acquit Sequential Circuit, responsable de synthétiseurs légendaires comme le Prophet 5, et prit 51% de Korg, son grand rival japonais dans les claviers électroniques, renforçant son contrôle sur l'industrie. Pour couronner le tout, en 1987, année de son centenaire, Nippon Gakki prit officiellement le nom de Yamaha Corporation, avec une nouvelle image moderne et universelle qui conservait comme emblème éternel les 3 diapasons croisés. La même année, elle inaugura les Yamaha Artist Services, des centres culturels dans des villes clés du monde, offrant soutien et salles de répétition à de jeunes musiciens talentueux. Une décennie d'innovation, d'alliance et d'audace qui consolida Yamaha comme un véritable géant culturel et technologique.
Les années 90 et 2000 confirmèrent que Yamaha n'était plus simplement un fabricant d'instruments, mais un véritable géant mondial du divertissement, de la technologie et de l'éducation musicale. L'un des grands mouvements de cette époque fut l'expansion de la production vers la Chine, la Malaisie et l'Indonésie, ce qui permit d'augmenter la capacité de fabrication, de réduire les coûts et en même temps de garantir que ces instruments puissent parvenir à des millions d'élèves et de musiciens dans le monde sans perdre la qualité caractéristique de la marque. Au cours de ces années, elle présenta aussi des équipements audio qui marquèrent leur temps, comme l'AX2000A, un amplificateur qui réunissait tout le savoir-faire technologique de Yamaha dans un design élégant et robuste, considéré par beaucoup comme une sorte de synthèse de tout ce qui avait été appris depuis les années 70. En 1991, elle surprit même les plus sceptiques avec le caisson de basse YST, exposé ni plus ni moins qu'au Musée d'Art moderne de New York pour son design futuriste et son utilisation innovante du traitement actif. Au milieu de la décennie, Yamaha lança l'un de ses produits les plus révolutionnaires, les pianos silent. Grâce à un système de capteurs sous chaque touche, le pianiste pouvait jouer et entendre le son réel au casque sans que personne d'autre n'entende quoi que ce soit. Cela permettait de s'exercer à n'importe quelle heure de la journée sans déranger les voisins ou la famille, tout en conservant la sensation authentique d'un piano acoustique. Le succès fut tel que l'entreprise appliqua la technologie aux guitares, violons, batteries et même aux instruments à vent, changeant à jamais la manière d'étudier la musique à la maison. Parallèlement, l'entreprise renforça sa présence sur le marché professionnel de l'audio avec des produits qui firent date. En 1995, elle lança la console numérique 02R, qui devint rapidement un standard mondial dans les studios d'enregistrement et les télévisions. Sa capacité à intégrer traitement numérique, automatisation et flexibilité dans un format relativement compact en fit un outil indispensable pour les ingénieurs du son du monde entier. Mais l'engagement de Yamaha pour l'innovation ne s'arrêta pas là. Dans la gamme la plus exclusive, elle présenta des systèmes comme le GF1, un ensemble d'enceintes actives utilisant des tweeters aux technologies uniques, ou le GT-CD1, un lecteur de CD très haut de gamme avec un châssis mêlant bois et métal, pesant plus de 20 kg, conçu pour offrir une stabilité et une précision maximale. Et pendant ce temps, dans le domaine domestique, Yamaha continua d'élargir son catalogue de hi-fi et de home cinéma, avec des enceintes haut de gamme et des processeurs DSP capables de simuler l'acoustique de cathédrale, d'auditorium ou de salle de cinéma d'une simple pression sur un bouton. En 1998, de plus, elle rétablit officiellement son logo classique aux 3 diapasons dans un cercle, renforçant l'idée de continuité avec son héritage musical. La même année, l'entreprise présenta une nouvelle génération de DSP multicanaux, qui posa les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le son surround de home cinéma. Tout cela démontrait que Yamaha savait naviguer avec la même aisance dans des univers apparemment distincts. Des foyers les plus modestes aux studios les plus prestigieux, toujours avec la même philosophie de qualité, d'innovation et d'accessibilité. Ces dernières années, Yamaha a renforcé sa présence sur absolument tous les fronts, combinant tradition et avant-garde d'une manière dont peu d'entreprises peuvent se targuer. Au début des années 2000, elle surprit avec des produits comme les NS-PF Sept, de petites enceintes de bureau au design cylindrique étonnant, et surtout avec le DSP Z9, un récepteur AV mastodonte qui intégrait le système d'étalonnage automatique YPAO, pionnier dans l'analyse de l'acoustique de chaque pièce pour ajuster le son en conséquence. Peu de temps après, Yamaha consolida sa position avec des mouvements stratégiques. En 2005, elle acquit Steinberg, référence mondiale en logiciels musicaux, et en 2006, elle s'empara de la maison historique Bösendorfer, fabricant autrichien de pianos de luxe, considéré parmi les meilleurs de la planète. En parallèle, elle signa une collaboration avec l'américaine Klipsch pour renforcer son catalogue d'enceintes. Mais Yamaha explorait aussi des terrains plus expérimentaux. En 2010, elle présenta la technologie TLF, Thin Light Flexible, des haut-parleurs ultra fins d'à peine 1,5 mm d'épaisseur
qui semblait sortie d'un film futuriste. Un an plus tard, en 2011, elle lança les amplificateurs de guitare THR, qui devinrent un phénomène chez les musiciens du monde entier, petits, portables, au son surprenant et au design rétro qui bousculait les codes. La décennie 2010 fut aussi celle du renforcement dans l'univers corporate et l'audio professionnel. En 2014, Yamaha acquit Revolabs, spécialisé dans les systèmes sans fil pour conférences et visioconférences, et peu après intégra à sa famille l'In6, l'une des marques les plus chères aux guitaristes, grâce à ses pédales, processeurs numériques et guitares innovantes. Ces acquisitions confirmaient que Yamaha ne regardait pas seulement vers les musiciens, mais aussi vers le monde de l'entreprise et les nouveaux formats numériques. Dans le domaine de l'hi-fi, en 2019, elle récolta de grands succès avec les amplificateurs WXA50 et WXC50, primés dans des concours de design internationaux, et avec les enceintes NS5000 qui renouaient avec l'esprit de la légendaire NS1000M, mais avec des diaphragmes en zylon, une fibre synthétique ultra résistante. Dans le même temps, sa gamme d'amplificateurs AS, avec des modèles comme AS 1100, AS 1200 et le vaisseau amiral AS 3200, rendait aux passionnés le charme esthétique des années 70, avec d'énormes vumètres et des flancs en bois, mais une ingénierie actualisée et un son d'une très grande pureté. Aujourd'hui, Yamaha Corporation est un géant qui emploie plus de 30 000 personnes dans le monde et conserve une diversité unique. Elle produit des instruments de musique de tout type, des systèmes audio professionnels et domestiques, des motos, des moteurs marins et même des équipements sportifs. Dans l'univers grand public actuel, son catalogue est aussi vaste qu'innovant. En 2023, elle a présenté les récepteurs RN1000A et RN800A, compatibles avec le streaming en haute résolution et l'étalonnage YPAO, ainsi que les enceintes NS800A et NS600A, qui intègrent les dernières innovations de la série NSEP. La même année, elle a également lancé le HAL7A, un amplificateur dédié pour le casque-phare YH5000SE, et le Musicast 200, un lecteur compact à connectivité totale, pensé comme un tout-en-un moderne. Déjà en 2024, Yamaha a présenté son système TrueX, composé d'une barre de son, d'un caisson de basse et d'enceintes sans fil pour créer un home cinéma enveloppant sans câble. Et au sommet de la gamme brille toujours la S 3200, considéré comme l'un des meilleurs amplificateurs intégrés au monde pour son architecture soignée dans les moindres détails, ses matériaux nobles et un design qui rend hommage à un demi-siècle d'histoire. Malgré les changements de l'industrie et les défis de chaque époque, Yamaha a su conserver une identité claire, combiner l'innovation technologique la plus avancée avec un profond respect de la tradition musicale. Pour une entreprise diversifiée à ce point, il n'est pas facile de garder une personnalité reconnaissable, mais Yamaha y est parvenu. Peu importe qu'il s'agisse d'un piano à queue Bösendorfer, d'un synthétiseur DX7, d'une enceinte NS10M, d'une moto sportive ou d'un moteur marin. Derrière chacun d'eux bat la même philosophie, celle d'offrir des outils fiables, inspirants et dotés d'un niveau de qualité qui a établi des standards dans chaque secteur. Cette cohérence a fait de Yamaha, plus qu'une simple marque, un symbole de qualité japonaise et de passion pour le son et le mouvement, fidèle à la vision de Torakusu Yamaha plus de 135 ans après. Aujourd'hui, l'entreprise ne fabrique pas seulement des instruments et de la technologie, elle fabrique des expériences. Elle est dans les salles de classe où un enfant joue ses premières notes sur un clavier, sur les scènes où une star du rock fait vibrer des milliers de personnes, dans les studios d'enregistrement où se définit le son d'une génération, dans les foyers où une famille profite du home cinéma, et jusque sur les routes et les océans où l'ingénierie devient liberté. Yamaha est en définitive un pont entre tradition et futur, entre art et science, entre émotion et précision. L'histoire de Yamaha est inspirante. De cet orgue réparé dans un petit village du Japon jusqu'aux systèmes audio complexes et aux véhicules d'aujourd'hui,
Sa trajectoire montre comment une idée simple peut devenir un empire qui, depuis plus d'un siècle, accompagne le monde avec musique, technologie et passion. Si cette histoire t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser ton like et de nous dire en commentaire quel produit Yamaha tu as à la maison. On se retrouve dans la prochaine vidéo.